Bienvenue tout le monde. On a un programme, je pense, assez dense. On était un peu ambitieux dans le contenu, donc on va pas tarder. On va commencer les premiers éléments de présentation le temps que tout le monde arrive. Donc, aujourd'hui, on va parler de, de collecte de données collaborative et plus particulièrement de cartographie participative. Je co-anime avec Léonie Miège, qui est chargée de projet de cartographie participative, et donc moi-même, Manon Vio, responsable de projet de cartographie participative et d'open data. Et puis, on a un invité euh, pour cette session, c'est Jean-Yves Longchamp, qui est contributeur OpenStreetMap et bénévole à CartoNG, qui vous parlera rapidement des mapatons, justement, aujourd'hui. Voilà. Euh, donc, avant de démarrer, voilà, parler cartographie participative et toutes les petites choses qu'on veut vous montrer aujourd'hui, je vais revenir un tout petit peu sur cette série de webinaires euh, et peut-être vous présenter rapidement aussi CartoNG. Je ne sais pas trop qui on a en face aujourd'hui de nous et qui est à l'écoute de ce webinaire. Mais donc rapidement, Carte ONG, on est une ONG support et on accompagne des organisations à la fois du secteur humanitaire et de l'aide au développement, petites organisations, grosses organisations, un peu toutes les tailles. Et on accompagne sur l'amélioration des pratiques de gestion de l'information euh, afin de pouvoir mettre en œuvre des projets, des actions, des activités de manière efficace et de qualité. Voilà. Et CartoNG, c'est aussi un centre de ressources. Donc, on s'efforce de mettre à disposition des ressources, des boîtes à outils et, par exemple, des webinaires voilà, pour donner des outils pour les organisations, à la fois dans la gestion de données, mais aussi sur la cartographie en général. Voilà, et donc ce webinaire, on l'organise dans le cadre d'un projet soutenu par l'Agence française de développement et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Je crois que j'ai une petite présentation des... Là, on est sur l'avant-dernier webinaire de cette série. Donc, j'imagine que certains d'entre vous ont participé à d'autres sessions. C'est possible de visionner les webinaires précédents sur la chaîne YouTube et je remettrai les références à la fin du webinaire. Voilà. Donc, un petit aperçu de tout ce qui s'est fait jusqu'à présent. Et du coup, depuis la session d'avant, on rentre un peu dans les questions, en tout cas autour des questions de cartographie et de collecte géographique. Donc, on est assez dans la continuité du webinaire précédent qui a présenté des outils de collecte de données cartographiques. Donc là, on va insister un petit peu plus sur les approches participatives. Euh, Nous, on appelle participative, low-tech, en tout cas des ressources très accessibles. Euh, voilà. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, effectivement, ce webinaire autour de la collecte de données de manière collaborative ou participative. On va switcher un peu d'un terme à l'autre. Et ce webinaire est fait pour vous si vous souhaitez donc intégrer une approche participative à vos projets de collecte de données, que ce soit cartographique ou pas d'ailleurs. Ou bien si tout simplement vous voulez intégrer des supports cartographiques à vos projets de collecte, à la fois pour le déploiement ou la valorisation de vos enquêtes. Voilà. Et bien sûr, enfin, en tout cas aujourd'hui, c'est vraiment plutôt axé pour des débutants. On va vous montrer des ressources voilà, accessibles à tous. C'est quelque chose en tout cas qui nous tient, enfin en tout cas pour nous, qui est très important. Voilà, qu'est-ce que je devais vous dire de plus? Je pense qu'on va continuer directement. Bien sûr, si vous avez des questions, nous on en a quelques-unes pour vous, mais entre-temps, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat ou ouvrir votre micro et prendre la parole. Il y a pas de souci, on aimerait beaucoup que cette session soit la plus participative et possible. Rapidement, le déroulé de cette session. Donc, divisé en trois parties à peu près. La première sur un focus autour d'OpenStreetMap.
comme le précisait l'intitulé. Donc, on vous parle d'OpenStreetMap, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, etc. Ensuite, on vous parlera d'autres approches, souvent en lien avec OpenStreetMap, mais pas que, donc d'approches de cartographie participative. Et puis, sur la dernière session, enfin sur la dernière partie, on vous parlera, on ira plus en détail sur la mise en œuvre, les outils et les méthodologies pour réaliser ce type d'atelier. Voilà. Et puis, on finira par vous partager les ressources utiles pour aller plus loin et une petite session de questions-réponses si vous en avez. Euh, voilà, et on va essayer de vous montrer des choses les plus pratiques possibles. On fera quelques démonstrations d'outils. Et puis, effectivement, Léonie mettra aussi en perspective tout ça avec un projet qu'elle a mené au Tadjikistan de cartographie participative. Un projet qu'on a choisi, enfin, elle vous en dira plus, mais qui, qui, qui va bien, enfin, qui va nous permettre d'aborder plein d'aspects différents sur le sujet. Alors, on va démarrer, à moins qu'il y ait des questions sur le contenu. Vous allez vous laisser, laisser découvrir tout ça. Commençons par qu'est-ce que nous, on entend par cartographie participative? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire tout ça? Euh, Effectivement, il y a plein de façons de définir ces approches-là. Euh, à CartoNG, on aime bien dire que la cartographie participative, finalement, c'est permettre à des non-spécialistes de la cartographie de participer à la construction d'une carte, et ça de manière collective. Mais effectivement, la cartographie participative, elle peut prendre plein de formes très différentes, à la fois sur le contenu, est-ce qu'on est sur de la cartographie d'objets réels, mais ça peut être aussi la cartographie du vécu, du perçu, du rêve et même des émotions. Et puis ça peut prendre plein de formes, de supports différents. On peut être à la fois sur du papier, aujourd'hui de plus en plus sur des outils numériques, et parfois ça peut être aussi des supports bien plus originaux, même voire éphémères, non permanents, etc. Mais voilà, le point commun par contre de la cartographie participative, c'est cette production d'une information géographique, mais pas seulement, et on pourra en parler. Je pense qu'il faut vraiment élargir à tout type d'information, pas seulement géographique. Donc c'est la production d'une information par une communauté d'individus et dans une logique ascendante, un peu finalement en opposition à une vision du territoire, mais ça peut être aussi d'un sujet ou d'une thématique qui viendrait d'en haut, imposée par un expert ou par une institution. Voilà. Euh, voilà pour notre définition. Et, euh, et je vous propose d'enchaîner tout de suite sur finalement le projet le plus connu de cartographie participative, qui est finalement OpenStreetMap. Et pour savoir un petit peu à qui on a affaire aujourd'hui, on a une première question pour vous. Euh, Si je vous dis OpenStreetMap, est-ce que vous pouvez me dire, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, merci William pour le questionnaire. Donc, je vous laisse quelques minutes pour répondre. Alors, du coup, je n'en ai jamais entendu parler. On est quand même à 25%, donc c'est bien, tant mieux. Vous allez pouvoir découvrir. J'en ai entendu parler, mais je ne sais pas trop. Je vois que le début de la question. Voilà, j'en ai entendu parler, mais je ne sais pas trop ce que c'est finalement. 15%, donc finalement assez peu de gens. Ça bouge encore. J'ai déjà consulté la carte. J'ai déjà contribué. Et je suis un contributeur régulier. On a quand même, bon, bah, on a une belle répartition. On va dire à peu près un quart dans chaque catégorie. Bon, bah, c'est super intéressant. On a quand même des gens qui connaissent pas du tout. Donc, pour vous, on a plein de choses à vous présenter. On n'est pas allé très en profondeur dans le sujet d'OpenStreetMap, vous verrez, hein. On reste sur vraiment des définitions assez, une entrée assez basique.
Par contre, pour toutes les personnes qui connaîtraient déjà très bien et qui ont envie de de parler de comment eux, ils utilisent OpenStreetMap, qu'est-ce qu'ils en font, etc., n'hésitez pas. Peut-être on va passer sur la définition et après, je vous laisserai peut-être la parole. Voilà. Euh, Très bien. Donc, j'arrête le partage et je vais arrêter de parler et je vais passer la parole à Léonie. Et je change. Super, merci Manon, vous m'entendez bien? Oui, Manon? encore. Super. Très bien. Ok. Du coup, j'ai l'impression que en regardant les résultats du sondage, tout le monde connaît à peu près OSM, mais je vais revenir sur des informations importantes sur OSM. Du coup, OSM, c'est OpenStreetMap, c'est un projet international et collaboratif de cartographie qui a été créé en 2004 au Royaume-Uni et qui vise à créer une carte libre et gratuite du monde. Donc c'est vraiment une carte que tout le monde peut utiliser et à laquelle tout le monde peut contribuer. Donc en fait, tout simplement ajouter des informations à la carte. Et la carte est mise à jour par des contributrices et des contributeurs du monde entier en flux continu. C'est majoritairement une communauté bénévole, donc c'est pas des gens qui sont payés pour ça, c'est vraiment des bénévoles qui contribuent à cette grande base de données mondiale. Et donc voilà, l'objectif c'est de petit à petit améliorer cette carte parce que c'est un commun géographique et que ces améliorations tout simplement profitent à toutes et tous. Et donc du coup, c'est une carte, mais aussi c'est surtout des données géographiques qui peuvent être utilisées par toutes et tous pour de multiples utilisations. Pour faire des fonds de cartes, calculer des itinéraires, rechercher des points d'intérêt, créer des cartes statiques, des cartes interactives, donc voilà. Et ces données, cette carte, elle est aussi mobilisée dans plein d'outils qui sont souvent des outils libres et gratuits. Donc ça peut être des applications mobiles, ça peut être des sites internet, voilà. Ça a à peu près fait le tour. Mm. Je te laisse passer introduire cette slide et puis après on pourra faire une petite démonstration si tu veux. Enfin, en tout cas, montrer quelques outils. Ouais, ouais, ouais. Du coup, enfin, cette carte OpenStreetMap, cette carte mondiale, on peut tout d'abord la consulter. Donc c'est accessible en ligne en tapant OpenStreetMap sur votre moteur de recherche. Vous avez une carte accessible en ligne et vous pouvez parcourir le monde entier sur OSM. Et comme je disais, on peut aussi contribuer à cette carte, donc en fait ajouter de l'information. Donc il y a plein de moyens d'ajouter des informations sur OSM et on va vous en montrer quelques-uns, donc notamment des éditeurs en ligne. Maintenant, est-ce que tu peux remettre juste la slide, s'il te plaît? Je suis obligée de faire ça, je suis désolée. Et je relance la présentation. Ouais. Ok, et puis on peut aussi, enfin, une fois quand on a ajouté des informations sur la carte, on peut aussi utiliser OpenStreetMap, et tout simplement avec des outils. Il n'y a pas besoin d'être experte ou expert en SIG ou en cartographie pour juste mobiliser les informations OpenStreetMap et il y a des outils très simples en ligne qui permettent de le faire, notamment l'outil qui est cité sur la slide, MyOSMatic. Voilà. Et donc justement, on va vous montrer rapidement quelques outils. Donc vous voyez, hein, enfin, pour ceux qui connaissent, on est vraiment sur les outils de base, hein, les plus accessibles, les plus simples d'utilisation. Mais finalement qui fonctionnent comme les outils plus sophistiqués. Moi, j'aime bien montrer, ça fait longtemps d'ailleurs que je l'avais plus réutilisé. C'est un petit site qui permet de voir les contributions en live en fait, et pour bien montrer qu'effectivement il y a toujours de l'activité dans la base de données OpenStreetMap. Il y a toujours quelqu'un quelque part dans le monde qui est en train de contribuer. C'est des millions hein, de contributeurs aujourd'hui sur OpenStreetMap et donc des améliorations, des ajouts à la carte en permanence
en permanence. Donc, voilà, ça donne vite le vertige, mais, mais c'est toujours intéressant de voir. Donc, c'est en live là, hein, c'est ce qui se passe en ce moment sur la carte. Un petit outil qui est aussi assez parlant, il existe différents outils de comparaison de cartes que je n'ai pas tout de suite configuré, donc je vais peut-être m'en vouloir un petit peu là. Euh, donc on a la carte OpenStreetMap, une carte, on va mettre toc, toc, toc. Je voudrais avoir Bing Map. Je l'ai passé. Et est-ce que par exemple quelqu'un pourrait nous donner, nous dire d'où il vient dans le chat, comme ça on pourra aller comparer un petit peu la donnée OSM, la carte et puis l'imagerie euh, vers chez vous. Si j'arrive à retrouver Bing, je laisse, voilà. Comme ça on va pouvoir comparer OpenStreetMap, Bing qui est pas tout à fait l'équivalent de Google Maps, mais pas... Google Maps, en fait, on n'y a plus accès puisque la donnée n'est pas libre et accessible. Et de l'imagerie. Je veux bien, je ne sais pas si dans le chat, il y a quelqu'un qui a mis une ville, sinon moi, je vais vous en proposer une. La terre du vin. Je sais. Là, Je pense que si c'est Vincent, ça doit être Bordeaux. et en fait, je vous dis ça, mais je suis même plus... Dernièrement, en plus, Bordeaux, là, là, ça va être trop bien cartographié. Tu Euh, as, des participants du Cameroun et du Gabon, si tu veux. allez. J'ai juste un peu un doute sur la recherche. Dernièrement, ah si, ça va, ça marche. Et je zoome sur une petite ville en particulier. Je sais pas, la Kribi, qui me semble pas mal. Je suis encore En plus, je crois bien on a eu on est un projet en cours en ce moment. Oui, c'est plutôt un bon exemple, hein, a priori. Donc, on voit bien sur la carte OpenStreetMap le niveau de détail de la carte. Et dans Big Mac, bon, là, c'est quand même particulier. Il y a vraiment absolument rien à part deux routes. Donc, bon, c'est pas toujours aussi flagrant. Euh, mais on peut voir vraiment la richesse de la donnée dans OpenStreetMap avec à la fois des données enfin, des données de référence, hein, les routes, les bâtiments, l'empreinte bâtie, un petit peu d'occupation du sol. Et puis, des points d'intérêt. Là, on voit qu'on a des centres de santé, a priori, voilà, la mairie. On a même enfin, voilà, de points d'intérêt. Et en face, effectivement, en zoomant, on commence à voir un petit peu plus de choses sur la carte, enfin, cet équivalent de Google Maps. Donc, on voit quand même cette différence et la richesse enfin, de la base de données OpenStreetMap avec comme ça. Ouais, cet exemple, il est absolument flagrant. Je ne sais pas si on pourrait essayer peut-être une. Je ne sais pas si je zoome par là. Bon, alors, le Cameroun est particulièrement mal cartographié. On a un petit peu plus de choses ici. Ouais, ouais. Ouais, désolée, j'ai du mal à naviguer. Donc bon, voilà, c'est juste ce petit outil et parle, enfin, parle de lui-même. On aime bien on aime bien commencer par là. Et puis après, pour revenir à ce que disait Léonie, du coup, donc voilà, openstreetmap.org pour consulter, ben, d'abord pour consulter la carte. Euh, on peut effectivement, on retrouve notre carte. Je suis un petit peu perdue sur ma carte. On va changer d'endroit, tiens. Voilà. Et puis, ce que disait Léonie, c'est comment on peut maintenant, enfin voilà, on peut donc consulter cette carte et on peut aussi y contribuer. Donc, on va d'abord vous montrer la contribution plus individuelle, en fait, en passant directement par le openstreetmap.org. Donc,
Effectivement, moi j'ai déjà un compte il faut créer un compte dans OpenStreetMap pour pouvoir contribuer. C'est assez simple et ça se passe par là. Parce que toutes les contributions en fait sont référencées dans la base de données et elles sont attribuées à quelqu'un. Comme ça, on peut suivre un historique des contributions aussi des différents, enfin, des différentes personnes qui participent à l'amélioration de cette carte. Et une fois que vous avez créé ce compte, vous pouvez aller modifier. Alors, il existe deux outils. Donc, ID qui est vraiment le plus accessible et qui permet une contribution enfin, directement en ligne. Et puis, JUSM qu'il faut installer sur son ordinateur avec ID. Donc, c'est pour des personnes qui ont un réseau Internet un peu faible, c'est bien d'aller télécharger JUSM et je vous montrerai rapidement à quoi ça ressemble. Euh, Peut-être pas, peut-être aller un peu ailleurs, trouver quelque chose à... On va essayer de changer de coin. Donc, vous voyez qu'il faut que... C'est un outil vraiment très simple d'utilisation avec trois outils, des points, des lignes et des polygones. On va pouvoir compléter, je vais essayer de vous montrer juste un petit truc à faire. Allez, une petite zone résidentielle, là, par exemple. Voilà, on voit quelques bâtiments. Donc, on pourrait... voilà, vous travaillez, vous avez des projets dans cette zone d'intervention, vous voulez améliorer le fond de carte. Donc, voilà. Et puis après, vous pouvez tout simplement, je vais faire le plus gros, ça sera le plus simple. Hop. Donc, je crée une géométrie et après, il faut que j'aille attribuer, enfin, j'aille dire ce que c'est, ce rectangle pour donner cette information dans la base de données. Là, aujourd'hui, ça peut être enfin, aujourd'hui, c'est un bâtiment, mais la base de données, pour l'instant, pour elle, c'est rien du tout. Ça peut être juste des limites administratives d'un tout petit pays, par exemple. Donc, il faut bien préciser ce que c'est, un bâtiment. Euh, voilà. Et puis après, on peut envoyer ces données. Euh, donc, on précise ce qu'on a fait. Là, c'est pas terrible, mon commentaire. Quand vous êtes dans une démarche d'un projet, c'est bien d'expliquer qu'est-ce que vous avez fait, l'amélioration d'une carte, ajout d'informations, etc. Peut-être aussi un petit peu le contexte du projet, ça peut être intéressant. Et puis, encore une fois, ces données, elles vont dans l'historique. Et puis, vous pouvez envoyer. Et tout ça, enfin, c'est, euh, directement, vos données seront consultables sur la carte par tous, quoi. Voilà. Donc, il n'y a pas de... c'est très rapide, quoi. C'est pratiquement simultané. Voilà. Bon, c'était vraiment très rapide pour vous montrer à quel point c'est simple et accessible à tous d'aller contribuer et apporter, en tout cas modifier, compléter, améliorer des données existantes, etc. Mettre à jour aussi de la donnée, hein. C'est de plus en plus le cas dans OpenStreetMap. Peut-être qu'avant, il y avait très peu de données, il fallait surtout la créer. Aujourd'hui, 10 ans après, enfin plus de 10 ans après la création de ce projet, euh, aujourd'hui, on est plutôt dans de la mise à jour et de l'amélioration des données existantes. Voilà, et on vous le fait vraiment en accéléré. Une fois que vous avez mis à jour vos données, enfin, voilà, votre carte est plutôt complète sur la zone qui vous intéresse. On va vous montrer rapidement un outil qui permet de sortir des cartes, en fait, d'avoir des fonds de cartes en papier ou en PDF. Euh, c'est MyOSematic. Euh, donc, un petit outil qui permet vraiment en 4 clics de créer une carte. Euh, donc voilà, créer une carte. Il va vous proposer une zone, donc vous pouvez choisir la zone qui vous intéresse. On va rester sur cette zone-là, je ne vais pas chercher plus que ça. Voilà, donc vous sélectionnez la zone qui vous intéresse. Hop, on passe au suivant. Il n'est pas toujours, il faut parfois chercher un petit peu les boutons. Donc vous avez sélectionné la zone qui vous intéresse, que vous voulez sortir sur votre carte. On passe au suivant. Vous pouvez choisir. Il y a quelques petites configurations. On vous propose, voilà, si vous voulez un index notamment avec des noms des rues, etc. Alors encore faut-il qu'il y ait des noms des rues. Dans certaines zones, c'est pas très intéressant. Moi, je vais mettre sans index. Suivant, vous pouvez choisir le style de carte qui vous intéresse. Il y en a quelques-uns.
en fonction aussi de l'utilisation que vous voulez faire, etc. Bon, il y a plein de choses à tester. Moi, j'aime bien Mapnik, c'est le plus classique, on va dire, mais il fonctionne très très bien. Euh, hop. Vous pouvez rajouter des surcouches avec certains, par exemple, la topographie. Vous pouvez aussi rajouter l'orientation, une grille, l'échelle, etc. Donc, c'est à vous de construire un peu. Bon, il n'y a pas énormément d'options, mais en général, ce qu'on vous propose, ça suffit. Moi, je pense que je vais rien mettre pour celle-ci. Tot, tot, tot. Ensuite, vous choisissez votre format en A4, par exemple, paysage. Et ça va vous le générer. Et j'aurais dû le faire avant. C'est assez rapide, mais il va falloir que j'aille rouvrir ma boîte mail. Et on va faire l'exercice. Voilà. Vous pouvez même changer la langue et générer. Voilà. Voilà, c'est vraiment pour vous montrer qu'en 5 clics, c'est possible d'aller récupérer de la donnée OSM pour avoir une carte papier. Souvent, on a ces questions-là, nous, qui reviennent d'un peu de... c'est bien de pouvoir consulter la carte en ligne, mais on a aussi besoin de support papier ou d'avoir de support, en tout cas, au format PDF pour intégrer dans des rapports, etc. Donc, comment on peut faire? Donc, ça, c'est vraiment la manière la plus simple d'aller récupérer un fond de carte issu d'OpenStreetMap. Et si votre fond de carte n'est pas à jour, ben vous-même, vous pouvez aller l'améliorer en passant quelques heures à cartographier dans OpenStreetMap. Et du coup, j'ai encore une fois beaucoup parlé. Je vais passer la parole à Jean-Yves. Euh, alors, comment je fais pour revenir? Pardon. Je vais repartir sur ma présentation. Et Jean-Yves, il va nous parler des mapatons, donc c'est la cartographie, mais cette fois pas individuelle, mais plutôt collective et Oui, merci, collaborative. merci Manon. Donc, Jean-Yves, je suis bénévole à Carte ONG depuis 5 à 6 ans maintenant. Et je participe effectivement très régulièrement à des mapatons. Alors, mapathon, qu'est-ce que c'est? Par analogie au marathon, bien sûr. C'est tout simplement une réunion, je dirais, conviviale, collaborative, voilà, pour travailler ensemble sur un projet commun. C'est le principe de la fourmi. Chacun va apporter cette petite contribution, si minime soit-elle. Et puis quand on va cumuler toutes les contributions, eh bien, on va arriver à cartographier un projet assez important et assez rapidement parce que on est quelquefois très nombreux à cartographier, surtout en cas de catastrophe ou de choses comme ça, où on a besoin de cartes rapides. Et ben, le Mapathon répond très bien à cette demande-là, puisqu'on va cartographier ensemble et donc très rapidement. Euh, on vous l'a montré tout à l'heure avec l'exemple que Manon développait en direct là, sur les petits éditeurs, ID Editor entre autres. C'est très facile d'apporter sa contribution. C'est vraiment des outils qui sont accessibles à tous. Moi, j'ai vu dans des mapatons, je me souviens, une petite fille de 8 ans qui cartographiait avec nous et qui faisait un boulot extrêmement précis. Elle s'appliquait beaucoup et c'était donc tout à fait à sa portée. Et puis, à l'autre bout de l'échelle, on a aussi des retraités dont je fais partie, donc d'un certain âge, qui arrivent aussi à cartographier. Donc, pas de souci là-dessus. C'est vraiment des outils qui sont accessibles à tous, qu'on utilise dans ces mapatons. Et puis, à l'autre bout de la chaîne, les informations qui sont créées, donc une fois qu'elles seront envoyées et stockées sur OpenStreetMap, donc on l'a dit tout à l'heure, elles seront accessibles à tous. On vient de voir un exemple de réalisation de cartes à partir des données OSM. Alors, dans les mapatons, ce qui est intéressant, c'est que vraiment, on travaille ensemble. C'est un peu paradoxal. On est chacun devant son ordinateur. On pourrait dire, voilà, on fait son petit bout de travail, voilà, on travaille par petits carrés, hein. Les projets sont divisés en petits carrés de façon à ne pas travailler en même temps à plusieurs personnes sur
le même ensemble, sur le même carré de la carte, le même point de la carte. Donc, on pourrait dire qu'on travaille de façon individuelle, mais en fait, on travaille de façon collective. D'abord parce qu'on est dans un projet commun, on travaille tous ensemble sur le même projet, donc on va avancer beaucoup plus vite, bien sûr. Euh, et puis, ce qui est important, c'est que on va avoir, avec cette façon de travailler, un, un résultat avec beaucoup d'efficacité d'abord, parce qu'on est nombreux à travailler, et donc on va aller vite. Et puis, une qualité qui est vraiment présente, parce que lorsqu'on est en Mappathon, que ce soit en présentiel ou en ligne, on va toujours s'intéresser à ce que fait le voisin, jeter un coup d'œil sur son écran, ou bien partager des écrans, ce qui va permettre des échanges entre personnes et de recueillir l'avis des autres. Quand on voit une photo satellite, et moi je dis toujours, hein, vue d'un satellite, un baobab et une hutte, ça a la même forme, c'est une tache ronde. Donc il faut, quelquefois on hésite, et le fait de pouvoir échanger avec les autres participants du Mappathon, c'est quelque chose d'assez important et de très pratique. On peut aussi s'échanger des conseils sur les outils, sur la façon de cartographier. Et puis donc, le fait d'échanger en direct, en partage d'écran ou en question, ça permet d'avoir une homogénéité des saisies, et donc que l'ensemble de la carte, même si nous on a travaillé sur un petit carré, vous en avez un exemple à l'écran actuellement, eh bien, on a une homogénéité dans les réalisations. Alors, il y a quelqu'un qui posait tout à l'heure une question sur la qualité, la validation des informations. Effectivement, dans un mappathon, on a des gens qui seront plutôt de type débutant, qui vont faire leur travail. Et systématiquement à Carte ONG, on a une équipe de validateurs, donc des personnes un petit peu plus expérimentées, qui vont revenir sur ce qui a été saisi et qui vont corriger, adapter, compléter les petits défauts qu'il peut y avoir. La cartographie qu'on fait dans les Mappathons, en fait, c'est la première étape de la contribution humanitaire, en fait. C'est-à-dire, la première étape, c'est, vous l'avez compris, un travail à distance. On travaille sur une photo satellite avec des outils, c'est un peu d'édition et de gestion des tâches. Et sur une photo satellite, on va repérer les habitations. Maintenant, on vous a montré un exemple tout à l'heure, ou bien les routes, si c'est demandé dans le projet. Et on va les dessiner. Vous avez vu tout à l'heure un clic à chaque angle du bâtiment et la qualification du polygone en type de bâtiment. Voilà le travail que l'on fait à distance. Ensuite, deuxième étape, ces informations seront complétées par des équipes sur le terrain, parce que il est bien évident que sur une photo satellite, vous ne pouvez pas dire si le bâtiment que vous avez dessiné, c'est un centre de soins, c'est un lieu de culte ou un sanitaire. Donc, les équipes sur le terrain, qui sont des correspondants souvent d'OSM, mais qui peuvent être d'autres, viennent là pour compléter les informations. Elle vient aussi parfois ajuster, parce que nos images satellites sont parfois un peu dépassées, et donc les constructions ont été ajoutées ou supprimées, et donc il peut y avoir des ajustements qui sont faits en direct en fonction de ce qu'on voit sur le terrain. Il peut y avoir aussi des erreurs, soyons modestes. La saisie sur photo satellite, c'est pas toujours facile de bien dessiner ce que l'on voit et bien caractériser ce qu'on voit à l'écran. Et enfin, donc, troisième étape dans cette action humanitaire, eh bien, c'est l'utilisation de ces données qui ont été stockées sur OpenStreetMap et qui sont transformées en cartes directement utilisables par les membres des ONG qui sont sur le terrain et qui réalisent leur mission. Voilà, et c'est d'ailleurs pour ça que, comme ce sont des informations qui sont directement utilisables et utilisées par les destinataires, il est important que la qualité des saisies soit réelle et soit bien présente. C'est pour ça que
on a en général dans les mapatons une explication un peu plus précise que ce que Manon vous a montré tout à l'heure pour comment cartographier. Et puis, on a une validation des données par l'équipe de validateurs qui reprend, enfin qui repasse pour vraiment avoir un résultat qui soit satisfaisant. Voilà ce que je peux vous dire très rapidement sur les mapatons. J'y rajouterai simplement un petit point. Bah, venez nous rejoindre, hein. Des mapatons, il y en a très très régulièrement. En vous branchant sur le site de Carte ONG, vous aurez toutes les informations pour participer. Et c'est vraiment une activité, je dirais, ouverte à toutes. À n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, parce que bien sûr, vous pouvez participer au Mappathon, mais vous pouvez aussi cartographier en dehors des Mappatons. Donc, venez et participez et apportez votre pierre à l'édifice. Voilà, Merci Manon, je te rends beaucoup, la parole. Jean-Yves. Merci. Et ouais, il est bien briefé, Jean-Yves. Bien sûr, le mieux, enfin, on peut vous en parler, mais le mieux, c'est de venir tester. Effectivement, donc voilà, Carte ONG organise des mapatons effectivement tous les lundis soirs. Je pense qu'on pourra vous mettre le lien dans le chat du lien d'inscription, mais il y a aussi plein d'autres organisations humanitaires qui organisent des mapatons. Voilà, donc il y en a très très souvent. Et puis pour ceux qui, voilà, donc là, enfin, j'ai beaucoup, merci hein, Jean-Yves, parce que c'est intéressant, tu as montré tout le potentiel et puis l'intérêt de faire, enfin, en tout cas de contribuer à OpenStreetMap de manière collective, même à distance, de manière collective. Pour ceux qui ont plutôt envie de faire ça, mais de manière individuelle, on a aussi publié récemment, enfin récemment, plus si récemment que ça d'ailleurs, une boîte à outils sur voilà, faire ses premiers pas dans OpenStreetMap et apprendre à contribuer à OSM, voilà, qu'on peut retrouver sur le Learning Corner, mais on vous redonnera aussi les ressources en fin de webinaire. Et puis il y a plein de ressources en ligne sur la contribution à OpenStreetMap. C'est aussi ça la richesse de ce projet en fait commun, c'est qu'il y a beaucoup de documentation en ligne. Il y a un Wikipédia OpenStreetMap où on retrouve vraiment toutes les informations nécessaires pour comprendre le projet, comprendre comment on y contribue et aussi comprendre les données qu'on peut trouver sur la carte. Donc voilà, il y a énormément de ressources en ligne. Donc voilà, on a fini cette première partie vraiment avec le focus OpenStreetMap, avec cette approche. Donc voilà, vraiment c'est le plus connu, je pense, de cartographie participative qui peut être fait de manière, enfin chacun derrière son écran ou de manière collective. Mais on contribue à cette carte commune, à ce commun, en tout cas cartographique et numérique. On voudrait maintenant, on va démarrer cette deuxième partie sur d'autres approches de cartographie, cartographie participative, pardon. Euh, voilà. Et finalement, nous, on va synthétiser un petit peu tout ça en trois approches différentes. La cartographie participative classique, je pense que c'est peut-être celle que tout le monde connaît. Parfois, on l'appelle cartographie communautaire aussi. On a la cartographie participative numérique, dont on a déjà aussi un petit peu parlé lors en tout cas, du précédent webinaire. Et puis, la cartographie sensible. Je ne rentre pas trop dans les détails, juste pour vous dire que voilà, ces trois approches, elles sont bien sûr complémentaires. On peut les mener de manière séparée, mais en combiné, c'est aussi très intéressant, voire même de façon un peu hybride. Et puis, on va rentrer dans les détails, mais avant ça, on avait envie de vous poser une question un petit peu plus ouverte. Alors, du coup, on vous propose de répondre dans le chat sur, d'après vous, quels sont les bénéfices, ou quels peuvent être les bénéfices de la cartographie participative? Nous, on va dire, on le résume en trois grands axes. Un des premiers, et en fait, on en a parlé un petit peu, c'est la continuité de la présentation d'OpenStreetMap et de l'intervention de Jean-Yves. C'est vraiment de pallier un manque d'informations. Donc, c'est de produire de la donnée, et de la donnée géographique, souvent. Ça, c'est le premier. Est-ce qu'entre-temps, il y a Ah, d'autres... il y a des réponses, Manon, dans le Vas-y. chat.
Alors, une personne dit le stockage est fait par OSM et une autre dit rendre les données disponibles pour tous. Donc, Super. Oui, donc on est encore bien sur produire de la donnée. Et effectivement, le stockage dans OpenStreetMap, on en a pas parlé, mais c'est un des intérêts aussi de la plateforme OpenStreetMap, c'est que effectivement, on n'a pas besoin de se soucier de où est-ce qu'on va stocker nos données. Tout ça, ça reste sur les serveurs d'OpenStreetMap. Donc, en termes on va dire que c'est quand même une démarche beaucoup plus durable. Les données peuvent être récupérées par d'autres dans la même organisation, mais surtout par d'autres organisations aussi, et on est sûr de jamais les perdre. alors, il y a d'autres Vas-y. contributions. Démultiplier les points de vue sur le territoire. Oui. Produire des données libres pour une région, un pays. Faire du commun. Elle sert à mieux comprendre le paysage. C'est plusieurs personnes, hein. Super. Ok. Allez, je vais dévoiler nos réponses. Alors, enfin, c'est pas les bonnes réponses, hein. C'est en tout cas bon, c'est notre façon à nous de simplifier peut-être un petit peu les choses aussi. Donc, il y a quand même pas mal de vos réponses qui sont en lien avec le point 2, donc celui que je vous ai présenté sur ce pallier le déficit d'information et produire de la donnée quantitative et qualitative. On rentrera un petit peu dans les détails après. Et effectivement, permettre cette perception vraiment globale du territoire qui est nécessaire pour la mise en œuvre d'interventions adaptées. On a aussi, pour nous, peut-être le premier point, c'est vraiment de mobiliser concrètement les communautés locales, les habitants, les personnes qui vont recevoir l'aide, qui sont souvent éloignées des processus décisionnels, même si c'est de plus en plus, enfin, ces approches-là, elles sont de plus en plus intégrées au projet. C'est pas toujours évident de trouver la manière, et en tout cas sur les exercices de cartographie participative, ça a l'avantage d'être très pratique et concret, en tout cas. Et c'est vraiment, je pense que ce que je vais dire, ça rejoint des commentaires, c'est vraiment de mettre en valeur l'expertise en fait des habitants, l'expertise, la connaissance qu'ils ont de leur territoire, la pratique de leur territoire, et donc leur donner les moyens, grâce à des outils accessibles, d'être acteurs, en tout cas de la production d'informations. Voilà. Et le dernier point pour nous, enfin, vraiment le bonus, on va dire, de ces approches-là, c'est que ça va faciliter la collaboration, la mutualisation des connaissances et des échanges constructifs entre des gens qui ne se parlent pas toujours la même langue, c'est-à-dire les communautés locales, des experts, des élus, des techniciens, voilà, qui ont chacun leur approche et finalement autour enfin en tout cas dans cette construction collective de la carte, ça permet de parler à peu près tous la même langue et permettre du coup cette meilleure conception et compréhension et ensuite acceptabilité des projets qui sont mis en œuvre. Voilà. Donc c'est bon, il y a sûrement plein d'autres, on pourrait rentrer dans les détails, il y a plein d'autres avantages de ces approches-là. Voilà, on va les résumer sous ces trois axes-là. Et après, vous allez me dire par rapport à d'autres approches participatives, pourquoi la cartographie? Bon, bah, d'abord, enfin, en tout cas pour nous, hein, c'est vraiment, la carte, c'est un média un peu universel, en fait, c'est un support universel. Quand je disais tout à l'heure, ça te permet, enfin, tout le monde parle la même langue. Avec la carte, finalement aussi, on voit que ça permet de casser même les barrières, même les barrières de langue, de vraies langues, quoi, de personnes qui parlent anglais, français, un dialecte local, etc. On va se retrouver sur la carte avec une manière de s'exprimer qui est commune à tous. Donc il y a un peu cet aspect un peu universel. Et puis après, c'est effectivement un média qui est visuel, qui est accessible, donc voilà, qui permet vraiment à chacun de participer à ta façon. Euh, et puis, qu'est-ce que je vous ai pas dit? Effectivement, ça permet aussi de représenter des échelles différentes du territoire. On peut zoomer, dézoomer, superposer des informations, des thématiques différentes. Donc, on peut arriver à traiter des choses assez complexes de manière beaucoup plus simple sur ces supports, sur les supports cartographiques. Voilà. Léonie, tu voulais peut-être compléter sur tout ça avant de rentrer dans la Non, non, vision des approches. C'est bon? Euh, donc, on va présenter
petit peu plus en détail maintenant les trois approches dont on vous a parlé. Euh, donc, on va pas beaucoup s'étendre sur cette première approche parce que je pense que c'est la plus connue. Donc, ce qu'on appelle nous l'approche classique, mais qu'on pourrait aussi appeler la cartographie communautaire, où voilà, on part vraiment sur un support. Il y a un support carte à la base des ateliers. Ça peut être image satellite comme on voit sur les photos, ça peut être carte papier. Enfin, ça peut être le format finalement peu importe, mais il y a quand même il y a un fond de carte en tout cas, voilà. Et on va pouvoir aller annoter, compléter, ajouter de l'information sur ces supports-là. Que ce soit écrit, ajouter de la photo, du texte, etc. En mode un peu, alors ça peut y avoir plusieurs approches où on est en focus group, ou alors ça peut être aussi en mouvement, hein, ça peut être sur une maraude, sur une balade ou sur une itinérance, voilà. Ça peut être mobile aussi, ce type d'atelier. Euh, J'irai assez vite sur les opportunités, les limites de chaque approche, mais c'est intéressant en tout cas de les comparer avec de cette façon-là, en tout cas, enfin, chacune a des avantages et des inconvénients, on va dire. Sur celle-ci, c'est que grâce au fond de carte, on a quand même quand on cherche à avoir des données assez précises, en tout cas géolocalisées de manière assez précise, bah, c'est permis, mais il peut y avoir des erreurs d'interprétation de la carte. Donc voilà, c'est précis, mais des erreurs sont encore possibles. Après, la flexibilité des supports, c'est important parce qu'effectivement, je vous ai parlé d'imagerie satellite de format papier, de très grand format, petit format pour pouvoir bouger, etc. On a vraiment cette liberté dans les supports qu'on peut proposer. On peut proposer aussi différents supports en fonction du groupe. Il y a des choses qui vont mieux marcher que d'autres. On est aussi très flexible sur la manière de renseigner cette carte. On a toute la liberté possible du dessin, de l'écriture, de poser des post-it, etc. Et donc, on peut aller de manière assez fine dans de la donnée à la fois qualitative d'objets, mais on peut rajouter des informations plus qualitatives. Donc voilà, il y a assez peu de contraintes, ni dans le technique, ni dans la méthode de collecte. Donc ça peut être un avantage et un inconvénient. On y reviendra un petit peu après. Et puis, par contre, le moins, c'est effectivement, dans le traitement et la valorisation des données qu'on va collecter, ça va être plus long, forcément. Il va falloir, en tout cas, si on veut passer sur des formats numériques, il va falloir tout numériser. Dans l'interprétation des données collectées, il peut y avoir voilà, ça peut être parfois un peu moins simple. Donc voilà, sur la valorisation de ces informations-là, si on veut les valoriser sous une autre forme, c'est la limite de cette approche, c'est que c'est beaucoup plus long et source d'erreurs ou de mauvaises interprétations. La cartographie participative numérique. Donc là, on est vraiment. Donc ça peut être bien sûr en complément hein, d'autres approches. Et c'est ce dont nous parlera Léonie du coup après sur comment elle a combiné les différentes approches sur son projet. On le fera peut-être après, Léonie, si ça te va. Donc la cartographie participative numérique, on est vraiment sur des applications. On a beaucoup parlé d'Osmand dans le webinaire précédent. Donc, effectivement, c'est une appli. Il en existe plein d'autres. Je ne reviens pas sur tout ça puisque ça a été présenté dans le webinaire d'avant. Euh, Vous pouvez revisionner si ça vous intéresse. Mais il y a plein de petites applications, en tout cas gratuites, libres. Après, il y en a aussi des payantes, plus compliquées. Mais il y a plein d'options très accessibles qui permettent, en fait, même à des débutants, après une petite session de formation, d'apprendre, qui peut être pris en main et du coup, qui permet d'aller collecter de la donnée via des applications. Donc là, on va vraiment aller collecter des points GPS auxquels on va rajouter quelques attributs. Donc, on va pouvoir ajouter quelques données. Et je vais aller tout de suite pour pas trop me répéter, sur les limites et les avantages de cette option. Donc là, pour le coup, on est par rapport à l'option d'avant. Le GPS et la prise de points GPS nous permet d'avoir des données vraiment très précises en tout cas, en termes de localisation. Et pour le coup, le traitement et la valorisation des données, puisqu'elles sont déjà numérisées, est beaucoup plus simple. Et, et aussi parce que dans les limites de ces outils, la méthode de collecte, elle va être contrainte par l'outil, qui va nous limiter dans nos choix à la fois des géométries qu'on va pouvoir collecter. C'est
les applications les plus simples, finalement, on peut collecter que des points. Donc, on ne va pas pouvoir faire de tracés ou de polygones. On est souvent limité dans les géométries, mais aussi dans les attributs, donc dans les informations qu'on va vouloir associer à nos géométries, à nos points GPS. Euh, qui sont, voilà, en général, on est limité en termes de catégories. Par exemple, enfin, on peut pas configurer vraiment un questionnaire associé à ces objets dans les outils les plus simples. Donc voilà, il faut se plier un peu à la contrainte de l'outil dans le mode de données qu'on va vouloir collecter. Donc effectivement, peut-être un peu moins adapté pour la collecte de données qualitatives, même si on peut détourner ces outils d'une certaine façon et arriver à le faire. Voilà, donc on a beaucoup plus de contraintes techniques et qui se répercutent sur les méthodes de collecte aussi. Mais c'est ce qui permet de faciliter le traitement et la valorisation des données. Voilà. Et puis la dernière approche, c'est la cartographie sensible. Donc là, on est vraiment sur une approche beaucoup plus libre. On n'a plus de support, enfin, en tout cas pour nous, la différence qu'on fait, hein, parce que c'est possible aussi de faire de la cartographie sensible avec des fonds de cartes. Nous, c'est plutôt la façon dont on aime l'aborder, la présenter, c'est vraiment une liberté totale dans les types de supports et l'absence de fonds de cartes ou en tout cas de repères géographique, ce qui permet voilà, d'aller sur des interprétations très libres de l'environnement qui nous entoure, du territoire sur lequel on vit, sur des itinéraires qu'on peut pratiquer. Voilà, donc là, on est vraiment sur une recherche beaucoup plus qualitative, on va dire. Euh, et on peut aller, on a cette liberté d'aller cartographier ou différentes informations et c'est beaucoup plus adapté, par exemple, pour aller cartographier ce qui est plutôt de l'ordre du ressenti, de la perception, du vécu ou des émotions comme je présentais tout à l'heure. Et là, dans les opportunités, dans les limites, donc effectivement, cette grande liberté d'expression, où on va aller chercher surtout de la donnée finalement plus qualitative, mais du coup avec un traitement qui est parfois difficile. En tout cas, si on veut aller au-delà de l'exercice de cartographie sensible et qu'on veut valoriser les informations recueillies pendant ces ateliers sur des cartes plus classiques, il y a un vrai travail d'interprétation et de transcription, on va dire de traduction qui peut être, qui est long et qui est difficile. Euh, et du coup, effectivement, on perd cette notion d'échelle et de spécialisation des informations. Voilà. Je pense que je suis allée un peu vite, mais l'idée, c'est de revenir un petit peu plus dans les détails avec l'exemple de Léonie dans la troisième partie de mise en pratique. Est-ce que, avant de passer à tout ça, est-ce que tout ça, ça vous rappelle ou ça vous inspire? Non, est-ce que plutôt ça vous rappelle des choses que vous auriez peut-être été amené à réaliser vous-même? Est-ce que vous avez déjà animé des ateliers participatifs avec ou sans carte, d'ailleurs, hein? Parce que là, ça serait sympa si jamais, quelquefois, alors. On a deux personnes. Ah, quand même. Oui, souvent. Alors, oui, souvent, je vais être obligée, du coup, de... Je ne sais pas qui c'est. Mais ce serait chouette si quelqu'un avait envie de nous partager un peu son expérience. J'ai une personne qui fait souvent ça. Alors, est-ce qu'elle a envie de prendre la parole? Je ne sais pas qui c'est, donc je ne peux pas Oui, je peux assez désigner. facilement prendre la parole, Vincent. Merci, Vincent. Alors, c'est un peu biaisé parce que c'est souvent avec des cartes Oui. et c'est complètement axé autour d'OpenStreetMap. Donc, j'ai peu d'expérience autour des cartes en dehors de cartes OpenStreetMap et Ouais. de cartes au parti. Donc, dans des cadres ou de formation professionnelle, d'ateliers participatifs où on forme les gens effectivement à contribuer autour d'OpenStreetMap. Voilà, donc c'était surtout pour témoigner de cet aspect-là. Après, précédemment, ça m'est déjà arrivé de mener des ateliers participatifs sur d'autres sujets, effectivement, euh, sans forcément de cartes, ainsi de suite, et aussi avec cet objectif d'être dans une dynamique de pédagogie active par rapport aux gens, et donc d'être effectivement dans ces dynamiques-là. Après, effectivement, ce que tu disais sur
des techniques, sur des choses comme ça. Il y en a tout un tas. Il y a beaucoup de choses et de ressources effectivement disponibles aussi sur des techniques d'animation et ou des techniques d'impulsion, de conduite, de maintien dans le temps aussi, pour que ça ne s'essouffle pas et que ça ne fasse pas des drôles de soufflets qui tombent, qui est souvent l'inquiétude autour des ateliers participatifs, c'est-à-dire tant qu'il y a quelqu'un qui est là et qui vient faire l'animateur ou l'animatrice, ça va bien. Et puis après, si cette animation et tout ça, elle ne tient pas dans le temps, ou elle ne se pose pas dans une régularité d'agenda, elle devient beaucoup plus compliquée. C'est surtout peut-être voilà, sur ces points-là qu'il y a des choses à travailler après, effectivement, dans le temps et dans la régularité, souvent, par rapport à des fois un peu du one-shot. Si je devais. Et quand enfin moi je connais un petit peu, je crois connaître un petit peu le travail que tu fais, mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu les contextes? Par exemple, c'est quoi les objectifs quand tu fais des cartes parties? Enfin, est-ce que tu peux nous donner un exemple avec Euh, Après, il y a eu plusieurs cas. Après, il y a beaucoup souvent une initiation effectivement à la cartographie autour d'OpenStreetMap. Donc, c'est avec cette entrée-là, il peut y avoir des entrées thématiques avec des structures autour du vélo, sur le fait de cartographier à un moment donné sur un territoire un ensemble d'éléments. Après, pour l'avoir fait aussi, par exemple, avec des enfants sur des reconnaissances de son environnement d'école. Donc, je reprends ce que disait Jean-Yves tout à l'heure, hein, 8-10 ans. Moi, j'ai fait avec des CM1, CM2 des mapatons où on a révolutionné des villes à distance sans aucune difficulté. Les gamins font en une classe, en une matinée, peut rajouter 3 ou 4 000 bâtiments sans aucun souci. Donc, il y a des choses vraiment très intéressantes au niveau pédagogique sur des ateliers comme ça à distance, effectivement, aussi avec des enfants cycle 3 sans difficulté. Mais après, ça va être aussi de distinguer le factuel du sensible, justement. Ça a été donc, que tu exprimais aussi. J'aime beaucoup cet endroit-là de mon quartier. À cet endroit-là, il y a un arrêt de bus. Bon, mais il y a deux éléments, et il y a deux éléments qui sont qui peuvent aller dans OSM et l'autre qui peuvent aller sur une cartographie sensible qui n'ont ni les mêmes objectifs. Donc, c'est aussi travailler sur des distinguos comme cela, par exemple. Oui. Super, merci Vincent. Voilà. Après cette revue, certes un petit peu rapide, mais des avantages et des inconvénients des trois approches, on va essayer de vous mettre, d'aller un petit peu plus en détail. Donc la troisième partie, c'est, j'arrête le partage, pardon. Hop. Et je reviens sur mon PowerPoint. Allez, c'est bon. Donc, troisième partie. Voilà, à la fois la méthode, un petit peu sur les outils de mise en œuvre de tout ça. Et puis, du coup, je vais repasser la parole à Léonie qui va nous parler un petit peu du projet qu'elle va nous présenter pour mettre en perspective tout ça et revenir aussi hein, sur les limites hein, des méthodes, des outils. On est là aussi pour vous dire la vérité sur des fois c'est pas simple et des fois c'est compliqué de faire tout ça. Vas-y Léonie. Merci Manon. Alors, ce projet, c'est un projet qu'on a mené sur une année et demie à Cartonnier avec quelques personnes. Euh, et c'est un projet qui a été réalisé avec le soutien de la GIZ, donc un peu l'équivalent d'une agence de développement, mais en Allemagne. Et du coup, bah, le Tadjikistan, le contexte du pays, c'est un pays avec beaucoup, beaucoup de montagnes et qui est sujet à de forts risques naturels et climatiques. Ces risques étant exacerbés avec le changement climatique actuel. Euh, Malheureusement, il y a encore très peu de données publiques de bonne qualité et à jour sur ces thématiques-là. Et donc, le projet, on s'est inscrit dans ce projet pour alimenter en fait une plateforme de données à l'échelle nationale du Tadjikistan sur quelques villages cibles du projet, donc des villages assez reculés dans la montagne qui subissent ces risques naturels et climatiques. Et donc, pour cela, on a travaillé avec une ONG tadjik qui, elle, était spécialisée dans l'éducation environnementale et le développement durable, mais pas du tout sur la cartographie.
Donc l'idée, c'était un petit peu de transmettre toutes les approches, les méthodes et les outils que Manon vous a présentés à cette ONG pour qu'elle soit en capacité de collecter et de produire des cartes sur ces villages-là. Donc ça ciblait 11 villages ruraux. Et puis finalement, il y a eu beaucoup plus de villages qui ont été cartographiés à distance. Et puis quelques missions, enfin, exercices de collecte sur le terrain et la réalisation de cartes à partir de cette cartographie à distance et de ces exercices de collecte terrain. Voilà. Je passe assez vite, mais on va revenir un petit peu sur des points précis du projet au cours du reste de la présentation de Van. Ouais, super. Mais au moins, on a le contexte, on a les objectifs. C'est très bien. Euh, Donc bon, on a essayé de décliner un petit peu la mise en place de ce genre d'activité. Vous verrez, il y a plusieurs petites étapes. La première, c'est vraiment la plus importante, bon, comme n'importe quel projet, mais on se permet d'insister quand même, c'est sur vraiment fixer les objectifs et en particulier les objectifs de participation. Et ça, d'expérience, quand on a été amené à accompagner des organisations, on se rend compte qu'il y a vite un peu une contradiction entre cette volonté d'engager la communauté dans les projets à travers des exercices, des ateliers de cartographie participative, mais aussi une nécessité, ou en tout cas une volonté, mais c'est souvent une nécessité d'avoir de produire des supports opérationnels. Et là, souvent, c'est un peu là, il y a des contradictions dans les organisations qu'on accompagne. Donc, c'est pour ça qu'on permet d'insister sur ce premier point. C'est vraiment, voilà, c'est quoi les objectifs de ma démarche? Pourquoi je veux faire des ateliers de cartographie participative et qu'est-ce que j'en attends? Et puis là, il faut que vous placiez, enfin, en tout cas, il faut placer le curseur, en tout cas, sur le degré de participation visé et les informations que vous cherchez à recueillir. On l'a vu, hein, dans les trois approches qu'on propose, elles ont toutes voilà, des avantages, mais aussi des limites qui peuvent être très vite très contraignantes si on a si on a des objectifs en termes de collecte d'informations et surtout, on va dire, de valorisation, d'avoir des supports sous un certain format pour une certaine utilisation qui peuvent être incompatibles avec certaines approches de cartographie participative. Euh, Peut-être avant de décliner un petit peu les deux, Léonie, est-ce que tu veux nous dire au Tadjikistan justement comment ça s'est passé sur un peu sur cet enjeu important là de fixer jusqu'où on veut aller sur la participation? Oui, oui. Bah, le projet du Tadjikistan, alors, c'était pas évident sur cet aspect-là parce que nous, bon, à Carte ONG, on travaillait en tant que groupe à l'intérieur de plusieurs autres groupes qui contribuaient au même projet d'alimentation, pardon, de cette plateforme de données. Et on travaillait aussi enfin, il y avait plusieurs intermédiaires. Donc, il y avait nous, il y avait le projet de plateforme de données et puis Little Earth, l'ONG qu'on devait former à toutes ces méthodos, et puis bah, les communautés qui allaient bénéficier du projet de plateforme de données. Et du coup, bah, il fallait composer avec tout cet écosystème d'acteurs, d'organisations, d'institutions et bah, communiquer sur ces aspects de participation qui étaient au final un tout petit aspect d'un projet global, c'était pas évident. Et du coup, nous, on a plutôt été en dialogue finalement avec Little Earth, cette organisation avait une connaissance du contexte bah, local, tadjik, pour avoir une meilleure connaissance du contexte de ces villages, pour savoir en fait enfin, jusqu'à où pouvait aller dans la qualité de la participation. Voilà. Ok. Alors, on va vous présenter peut-être quelque chose que vous avez déjà vu. C'est assez classique, là, c'est cette échelle de la participation. Il en existe plein, des très différentes. Bon, c'est en général un peu en termes. C'est la terminologie qui change un peu. Celle-ci, je la trouve assez simple, en 5 échelons, c'est très bien, sur informer. Donc là, on n'est même pas dans la participation, hein. C'est vraiment une condition à la participation. Mais bon, souvent, enfin, ça arrive, hein, on s'arrête souvent à cette étape-là.
Après, on est plus dans la consultation, la concertation, l'implication et puis agir ensemble. Et c'est là qu'il faut aussi savoir jusqu'où on veut aller. L'importance, en fait, avec vos participants, si vous allez engager des participants dans cette démarche-là, il y a vraiment un devoir, je dirais, de transparence avec vos participants OK, enfin, vous propose de participer et jusqu'où ça va aller, à quoi votre participation elle va servir et voilà, est-ce que vous pourrez prendre part aux décisions ou pas? Enfin voilà, il faut vraiment fixer ça avant pour être transparent et honnête avec vos participants pour pas générer de frustration qui pourrait oui, de frustration qui pourrait être même contre-productive dans cette intention voilà, de mettre en place des approches participatives. Donc voilà, je ne veux pas aller beaucoup plus loin sur ça parce qu'il y a pas mal d'étapes et je vois le temps filer. Mais voilà, c'est plus dans cet aspect d'être voilà, transparent, honnête avec vos participants, donc savoir fixer vos objectifs. Dans la contribution, c'est aussi, enfin, des fois les organisations, ça s'arrête juste à, en fait, on a besoin de collecter des données, mais on va demander aux participants de nous aider et puis ça s'arrête là. Donc on propose nous d'aller un petit peu plus loin. Et oui, certes, on peut collectivement collecter de l'information et après, c'est d'aller avec les participants dans la transformation de ces informations, la réalisation de supports et après accompagner les participants aussi à se saisir des supports produits pour aller soutenir un projet, faire du plaidoyer, sensibiliser les autres habitants ou les autorités locales, etc. Voilà. Donc c'est pour montrer un petit peu l'amplitude que qu'on peut avoir sur des projets de cartographie participative. Et puis, je bascule sur l'autre, du coup, sur cette volonté d'avoir à la fin de ces ateliers des supports opérationnels. Et je te laisserai réagir après, Léonie. Euh, donc, c'est vrai que l'entrée dans les projets, elle peut venir comme je disais, des deux côtés. À la fois, ça peut être juste la première entrée, c'est de mobiliser les habitants, les communautés locales ou les personnes, en tout cas, qui vont recevoir l'aide. Ça peut être aussi l'entrée, et c'est quand même plus souvent l'entrée, c'est d'abord d'avoir de produire des cartes. Euh, et du coup, voilà, avec des besoins précis d'informations à recueillir. Euh, Nous, on a simplifié avec quelques critères. Il y en aurait sûrement d'autres en fonction des projets. Mais en général, c'est ce dont je parlais un peu avant. C'est d'abord des critères en termes de localisation géographique précise, très très précise ou finalement peu importe, sur aussi de l'information, alors peut-être pas objective parce qu'on n'est jamais vraiment objectif sur une carte, mais plus factuelle en tout cas et de l'information plus qualitative, ou est-ce voilà, et après c'est ce besoin d'intégrer ces données dans une base de données numérique. Et une volonté de passer sur des supports numériques, on reste sur des supports papier. Enfin voilà, il y a aussi cette dimension-là, après plus finalement technique euh, qu'il faut prendre en compte. Il y a des projets qui peuvent être finalement la carte, c'est un prétexte et on fait abstraction de tous ces critères-là et voilà, l'objectif principal, ça va être juste de rassembler, réunir des gens et la carte est un prétexte pour finalement, peu importe ce qu'on va produire. Et pour d'autres, non, c'est avant tout, il faut produire. Après, essayons de rendre ça participatif. Donc, c'est pour ça que je dis, il y a vraiment ce curseur à placer dès le départ dans le projet. Et être conscient aussi des limites et donc savoir définir vos critères. Euh, voilà, j'espère que c'est pas trop brouillon ce que je vous raconte. Léonie, par rapport à ça, tu veux réagir peut-être avant de passer à la prochaine étape? Par rapport à quel point de tout ce que tu viens de bien soulever. Est-ce que vous, par exemple, sur le projet Tadjikistan, tu en as déjà un petit peu parlé, mais de certains critères qui étaient vraiment incontournables dans les livrables du projet et qui ont contraint finalement la Participative. mobilisation des participants, oui. Ouais, bah, je pense que sur ce projet, peut-être que la participation n'était pas finalement aussi centrale que ce qu'on pensait, nous. Et peut-être que ce qui était attendu et plus mis en avant, c'était effectivement le manque d'informations et du coup la production de données et d'informations sur ces villages. Euh,
Et du coup, effectivement, si tu revenais à l'échelle de la participation, le agir ensemble, c'est quelque chose qui n'avait pas été prévu et donc pas anticipé parce que, en fait, finalement, plus on va loin dans la qualité de la participation, donc plus on va loin sur cette échelle, plus c'est ces choses qui s'anticipent, qui se prévoient en amont parce que ça demande du temps, finalement, et puis associé à ce temps-là, bah, les moyens qui vont derrière. Pour garantir une qualité de participation haute. Et ça a clairement pas été le cas dans ce projet. Donc malheureusement, bah, c'est pas aussi qu'on peut attendre. Mais après aussi, c'est très dépendant effectivement des partenaires qu'on a. Et c'est parfois pas forcément souhaité d'aller aussi loin dans cette participation. Et du coup, bah, au Tadjikistan, effectivement, il y a eu la collecte d'informations et a été super, hein. Il y a eu beaucoup d'informations qui ont été créées et de données sur beaucoup plus de villages. Il y a eu bah, des cartes qui ont été produites, effectivement, mais ça a été assez, enfin, l'engagement et le degré de participation des populations qui allaient bénéficier de ces projets a été un peu plus faible que sur certains autres projets que Carto NG a pu mener. Ok. Voilà. Bien. Donc juste, je me permets d'insister, mais voilà, cette mise en garde sur souvent une volonté des bailleurs d'avoir une approche participative. Bon, c'est déjà bien d'investir les communautés, enfin, en tout cas, voilà, les communautés locales, les habitants ou les bénéficiaires de vos projets dans la production d'informations. Mais si ça s'arrête là, ça peut être source de frustration quand même. Et donc, vraiment essayer de réfléchir à comment on peut aller au-delà de cette étape-là et investir aussi les participants dans la transformation et l'utilisation des supports réalisés grâce aux données collectées. Voilà. Je vois Léonie, on va peut-être un petit peu accélérer sur la fin. Sur les conditions de la participation, je vais te laisser illustrer avec l'exemple du Tadjikistan sur les difficultés de composer votre panel de participants et les différents aspects à prendre en compte. Oui, bah, du coup, effectivement, sur le Tadjikistan, il y a eu trois villages qui ont eu des exercices de collecte de données avec application mobile et atelier participatif. Et donc, la collecte de données mobiles ne s'est pas faite pas faite finalement avec les communautés locales parce que, en fait, il y avait un peu une limite de l'utilisation du mobile, enfin du téléphone, parce que c'était des communautés qui n'avaient pas de téléphone. Donc c'était un parti pris, mais on s'est dit que bah, finalement, montrer une façon de collecter de la donnée à des populations qui de toute façon n'avaient pas les moyens de poursuivre ce type d'activité parce que pas de téléphone, c'était peut-être pas quelque chose à faire. Du coup, là, la collecte s'est faite avec Little Earth et des bénévoles de Little Earth. Et pour l'aspect atelier de cartographie participative, c'était même des ateliers de carto sensibles qui ont été faits. Et la difficulté dans ces villages, c'était que, euh, en fait, pour mobiliser les gens dans ces villages, il faut passer par les autorités locales, ce qui est le cas hein, d'ailleurs dans plein d'autres contextes, hein, de devoir passer par des contextes, enfin des autorités locales. Et pour avoir accès à ces autorités locales, bah, Little Earth, pour le coup, sur ces terrains-là, n'avait pas de contact direct et on a dû passer par une autre organisation. Donc là, pour le coup, le Croissant Rouge tadjik. Et donc voilà, donc ça rajoute des complications. Ça rajoute encore des organisations avec lesquelles composer et communiquer et se coordonner euh, pour accéder aux populations soutenues. Et donc voilà, et donc il y avait aussi une problématique de genre à prendre en compte au Tadjikistan. C'était des villages plutôt traditionnels et du coup, là, c'était la question de est-ce qu'on fait des ateliers en mixité ou en non-mixité. Donc là aussi, il fallait avoir un peu une connaissance fine du contexte local pour pouvoir organiser des ateliers dans les meilleures conditions et qui aussi bah, ne perturbent pas les populations soutenues. Voilà. Voilà. Donc effectivement, il faut bien identifier les barrières potentielles à la mobilisation et à la participation. Comme le disait Léonie, ça peut être
culturelles, techniques, parce que peu de, finalement, la prise en main d'outils numériques qui peut être compliquée, ça peut être des barrières de langue aussi, mais il y a voilà, toutes ces barrières, elles peuvent être contournées, puisqu'on a cette diversité d'approches possibles, par la cartographie participative qui nous permet, mais voilà, il faut bien identifier ces limites-là pour trouver l'approche la plus adaptée à votre public. Euh, voilà. Par, rap- donc là, une fois qu'on a posé les conditions de la participation et on a fixé vos objectifs, on va pouvoir passer à l'étape de la réalisation. Et je pense que Léonie a déjà donné quelques éléments. Tu as parlé de collecte mobile, tu as parlé de cartographie sensible. Donc vous voyez que sur un même projet, Léonie, elle a fait appel en fait à différentes approches qu'elle a combinées. Euh, donc c'est vraiment là qu'il faut, en tout cas, c'est à vous de concevoir un peu pas à pas et surtout sur mesure en fonction de vos objectifs, des limites ouais, des objectifs de votre projet, de vos limites, trouver la bonne combinaison, celle qui permettra à la fois de mobiliser votre communauté et de collecter les informations dont vous avez besoin. Euh, donc là, c'est un peu une combinaison à trouver entre ces différentes approches. Je reviens pas trop sur ça. Donc oui, enfin, Léonie, peut-être tu peux préciser, vous, que vous avez fait et dans quel sens. Ok, c'était finalement assez classique, un petit peu toutes les étapes que Jean-Yves a citées tout à l'heure. Il y a eu effectivement une étape de mappathon, de cartographie à distance réalisée sur tous ces villages-là. Il y a eu effectivement de la collecte de données classique et participative classique et numérique. Donc là, l'outil qui a été utilisé pour l'outil numérique, c'était Osmand. L'outil papier, cartographie participative classique, c'était Field Papers, qui permet de faire de la collecte de données qui est aussi intégrable sur OpenStreetMap. C'était aussi Field Papers, pourquoi ça a été utilisé? C'est parce qu'en fait, on était dans un contexte de village très reculé, pas, pas du tout Internet, parfois pas d'électricité. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on ait un backup papier. Si jamais, bah voilà, plus de batterie sur les téléphones, plus de batterie sur les batteries de secours des téléphones. Voilà, il fallait avoir cette solution de secours. Et puis, il y a effectivement eu des ateliers de cartographie sensible sur les thématiques des risques naturels et du changement climatique. Et là, c'était vraiment, cette partie cartosensible a été faite auprès des populations. Et c'est vrai que la cartographie sensible, c'est aussi une bonne façon d'introduire les autres activités. Pour commencer, c'est une approche qui est beaucoup plus accessible. Vu qu'il y a plus, il y a pas de limite technique, il n'y a pas de barrière technologique. Pour introduire des ateliers, ça peut être vraiment une approche intéressante qui permet aussi de poser le cadre, de commencer à réfléchir à la légende de la carte, qu'est-ce qu'on veut collecter, etc. Donc ça marche plutôt très bien avec, enfin, en tout cas sous cet angle-là, la cartographie sensible. Après, ça peut être aussi une activité complètement à part entière, etc. Je pense qu'on va pas passer sur cette étape-là. Et bah voilà quelques exemples, Léonie, de cartes issues des ateliers de cartographie sensible de Tadjikistan. Tu veux nous en dire un petit peu plus? Ouais, alors du coup, tout à l'heure je parlais de mixité, non-mixité. Sur certains villages, les ateliers ont été faits, notamment là, presque en non-mixité, donc entre femmes et hommes. Et du coup, effectivement, c'était très intéressant de voir les différences de représentation genrée de leur village. En fait, c'était un petit peu, c'était de la carte sensible un peu guidée, pour le coup, là, un peu moins libre que jusque où la carte sensible peut aller. Et, c'était quand même un territoire donné, le village, et puis représenter un petit peu les équipements, les infrastructures, et puis notamment ce qui est sollicité sur les thématiques de changement climatique et gestion des risques. Donc voilà, mais l'idée c'était vraiment d'avoir ce temps de réalisation de cartes et puis après de restitution collective
Effectivement, il y avait de la non-mixité la réalisation des cartes, mais après, la restitution des cartes était collective. Ouais. Il y avait un petit peu d'illustration sur cette slide. Super. Effectivement, dans les exercices, tu dis un petit peu moins libre, souvent, c'est vrai qu'il faut trouver aussi jusqu'à quel point on veut guider les ateliers. Nous, on fait beaucoup, enfin, quelque chose qui marche très bien, c'est la construction collective de la légende de la carte. En fait, pour ceux qui font plus de la gestion de données classique, c'est un peu comme construire son questionnaire en fait d'enquête. C'est le même travail, sauf que bon, c'est souvent un petit peu plus simplifié quand même. Mais on a voilà, des catégories, des sous-catégories d'objets par thématique, avec ensuite des attributs, voilà, des compléments d'informations qu'on veut associer à chaque type d'objet. Donc c'est un peu voilà, cette construction. La légende, c'est assez similaire à la construction d'un questionnaire d'enquête. Et cet exercice, il peut être intéressant à associer à la fois à la cartographie plus libre, comme aux exercices de cartographie. Enfin, il est nécessaire d'ailleurs pour les exercices de cartographie numérique, par exemple. Voilà, on a fait à peu près le tour en tout cas de la réalisation de ce type d'atelier. On voulait finir sur finalement tout ça, comment on le valorise pour faire un petit peu pour introduire le prochain webinaire également. Donc on a résumé là, vraiment les trois grandes étapes, hein. Donc la production de données, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, à la fois sur des applications mobiles ou sur du papier, que ce soit field papers ou de la cartographie beaucoup plus libre. On ne verra pas vraiment en détail toute la partie de partage, de numérisation, d'extraction des données, mais c'est vraiment une partie qu'il ne faut pas minimiser, qui est vraiment importante aussi sur voilà, donc ouais, le traitement, le nettoyage des données, sa numérisation, l'organisation, la création d'une base de données. Alors ça peut être une base de données enfin en tout cas sous un système d'information géographique, ça peut être aussi juste une arborescence de dossiers, hein, juste en fonction du niveau qu'on a ou qu'on veut se donner. Euh, mais cette partie, elle est vraiment importante. Vous l'avez vu, hein, elle va contraindre aussi dans les choix de méthodes qu'on veut mettre en place sur les ateliers. Euh, et puis, une fois qu'on a mouliné toutes ces données, on va pouvoir passer à la valorisation, donc à la visualisation ou la production ou la production de cartes et de supports cartographiques de tout type, hein. Donc, bien sûr, sur QGIS. euh, sur Google Earth, et pour revenir à des outils plus légers, UMAP ou encore GoGoCarto, qui sera l'objet GoGoCarto du prochain webinaire. Donc voilà, là on a vraiment vu la partie production de données. La prochaine partie, le prochain webinaire, ce sera sur comment on valorise tout ça. On voulait juste vous montrer rapidement Field Paper. On n'aura pas eu le temps de vous faire la démonstration, mais c'est un petit logiciel un petit peu comme MyOSMatic qu'on vous a montré au début. Donc vraiment en 3 clics, on peut extraire, sortir des fonds de cartes à partir d'OpenStreetMap. Et vous voyez, il y a un petit QR code en bas avec des petits repères ronds au bord de la carte, ce qui nous permet en fait de photographier ou numériser ces plans qui ont été annotés à la main sur le terrain. Et on peut les replacer en fait dans nos éditeurs d'OpenStreetMap. C'est ce que voilà. Donc ça, c'est JOSM que je ne vous ai pas montré d'ailleurs tout à l'heure. Donc l'autre outil pour faire de l'édition dans OSM, pour contribuer à OpenStreetMap, celui qu'il faut installer sur son ordinateur. Donc vous voyez, il y a un peu plus de boutons autour de l'imagerie. Ça a l'air un peu plus compliqué, mais enfin, ça reste très très accessible. Donc on superpose finalement notre plan, il vient se positionner enfin, il vient se localiser en fait, on veut dire, se positionner sur la carte au bon endroit. Et après, en fait, le dernier petit travail, c'est la saisie des objets qu'on aura annotés à la main. Alors on va pouvoir replacer des points, modifier les géométries, et puis après les petites notes, et ben, on va les intégrer dans le système de tags, enfin en tout cas d'attributs aux données à nos données géographiques. Voilà comment ça marche, Field Papers. Bien sûr, Osmand, c'est un petit peu plus simple puisque les données, elles sont déjà toutes numérisées et elles sont formatées, en tout cas, elles correspondent au format OpenStreetMap.
où on va les transformer au format OpenStreetMap. Bien sûr, effectivement, on l'a pas forcément dit ça, mais toutes ces données, on peut les reverser ensuite dans la base de données OSM. Ou pas, si certaines données n'ont pas vocation à aller dans la base OpenStreetMap, ou si parce que parce que des données sensibles ou sur une zone un peu sensible également, on préfère garder ça sur des serveurs externes. Je passe à la dernière slide. Voilà, je veux récapituler un petit peu les outils qu'on peut utiliser pour valoriser ces données. Euh, donc, UMAP qui reste très accessible. Google Earth que beaucoup connaissent aussi. On va pouvoir importer nos données pour les visualiser. Et du coup, GoGoCarto qui est super intéressant aussi. Une carte dynamique qui sera présentée du coup au prochain webinaire. Donc, j'en dis pas plus. Et du coup, ça va faire la transition sur la fin. La date pour le prochain webinaire, du coup, c'est le 16 janvier. 2024, donc avec une présentation de GoGoCarto. Entre autres, il y aura peut-être d'autres choses, je n'ai pas le contenu exact de la formation, mais ça sera principalement autour de GoGoCarto. Et puis, un petit rappel, donc, pour retrouver d'autres ressources, j'ai déjà un petit peu mentionné du coup le coin d'apprentissage ou le Learning Corner de notre portail de ressources, où on peut retrouver entre autres la boîte à outils OpenStreetMap. Après, comme je vous le disais, il y a plein d'autres ressources pour découvrir OpenStreetMap. Mais là, sur le coin d'apprentissage, en tout cas, vous pouvez aussi avoir accès à d'autres boîtes à outils. Je vous encourage vraiment à aller jeter un œil et parcourir ces différentes ressources. Et puis, je crois que j'arrive au bout de tout ce que je voulais vous dire. Voilà, on profite quand même pour remercier encore une fois l'Agence française de développement et le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères qui ont permis la réalisation de cette série de webinaires. Et puis voilà. Merci beaucoup à tous. Merci Léonie de m'avoir accompagnée pour animer ce webinaire. Merci Jean-Yves pour ton témoignage sur les mapatons. Et puis merci à vous tous d'avoir participé. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses aujourd'hui grâce à ce webinaire.